Oh, vraiment, ces Russes-là, vraiment, ils sont méchants. Ils ont attaqué les Ukrainiens. Voilà que la France organise ces paisibles jeux. Et puis, ils viennent saboter le réseau ferroviaire en France. Nous le disons tous les jours aux Africains. Et c'est en ça, quand le président Bana dit qu'il y a des millions d'Africains à convaincre. Mais quand vous discutez avec Africains, quelles sont les sources? Monsieur Boisbouvier, monsieur, il y a un autre là, c'est Brinsky, comment il s'appelle le chroniqueur de RFI là? RFI, France 24 et tout. Mais vous, quand vous êtes en France, est-ce que vous avez la télévision malienne sur les ondes courtes? Non. Vous avez M. Bolloré qui plastronne. Il est en bouquet où il a 240 chaînes africaines. Dans votre pays, le Cameroun, le canal 1, 2, 3, 4, ce sont les canaux de chaînes françaises. Vous savez où vous êtes? La télévision nationale du Cameroun est à la 320e place. Il faut vraiment vouloir regarder l'information sur la télévision africaine pour rechercher avec son décodeur, avec sa télécommande, 320. Alors que même ma dernière fille est à plus 1, et puis elle regarde la télévision française et ses films avec la promotion de LGBT. Nous le disons quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons mettre fin à ça. Mais vous me dites, monsieur Tatinda, ben oui, je vous crois, il y a une sanglante défaite de l'armée malienne, d'après RFI. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On le dit à nos dirigeants, ils ne veulent pas. Ils sont très contents de faire des interviews. Vous avez vu la réaction d'un ministre africain quand il parle à RFI? Il vous explique qu'il est grand. Vous dites, mais je viens d'avoir RFI là, je viens d'avoir RFI. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà l'héritage de la colonisation. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Mais le pire, c'est que vous avez des Maliens qui y croient, des Maliens qui le captent. Dans la diaspora malienne, elle est parmi la plus nombreuse en France. So, how long have you lived here? Plus nombreuse en France. Mais là-bas, il y a des débats chauds de ceux qui estiment que non, vraiment, moi, je ne crois pas, la télévision malienne ne donne pas tout à fait les preuves. Mais RFI donne les preuves. Pour des Africains, c'est la parole d'évangile RFI. C'est ce que la France veut. C'est ce que Focard a installé dans votre subconscient. Le général de Gaulle, ce criminel, il a installé ça dans votre subconscient. Vous avez pas vu comment RFI anticipait sur les coups d'État? RFI vous expliquait qu'au Centrafrique, là, dans 10 jours, nous ne donnons pas cher la peau du président de la République. Dans 10 jours, RFI a anticipé sur les coups d'État. RFI m'a fait croire qu'un président africain mangeait de la chair humaine. J'avais 8 ans. Je raconte cette histoire ici tous les jours. RFI, Paris Match, le canard enchaîné, toutes ces histoires-là. Demandez aux gens qui lisaient déjà dans les années 79. Nous, on était convaincus que M. Mbokassa, il mangeait de la chair humaine. Et puis, c'est repris même aujourd'hui en rigolade en France, où des jeunes enfants en France, pratiquement, sur ce récit-là, sur ces discours-là, vous expliquent que M. Mbokassa, vraiment, il mangeait de la chair humaine. Quelle a été la réaction des Africains? Rien. Comme on le disait ici. C'est-à-dire qu'ils ont livré l'honneur de Papa Mbokassa au chien. Comme ça, quelle a été la réaction? Est-ce qu'il y a eu véritablement une campagne médiatique au sein seulement de notre CEMAC pour dire, niet, on ne veut plus jamais que ce soit même un délit? Vous le dites, c'est un délit. Mais rien. Les gens se sont dit que comme on assassine l'image de Papa Mbokassa, eh bien moi je m'en fous. Si moi je suis M. Bongo et que je m'entends bien avec M. Jacques Chirac, moi mon image est saine et sauf à Paris. Eh bien sauf qu'aujourd'hui, est-ce que l'image de M. Bongo est préservée à Paris? Allez voir ce qu'on dit de M. Ali Bongo. D'ailleurs, Mme Pascaline Bongo est poursuivie déjà pour bien mal acquis et pour toute cette bande-là. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous me parler de cette... Ici, nous on l'a déjà expliqué. Que la concorde civile s'est faite en Algérie au détriment du Mali. Nous, on l'a dit. Au début des années 90, l'Algérie s'engage dans ce qu'on appelle la deuxième guerre de libération vis-à-vis des mouvements djihadistes très durs. Parce qu'ils veulent s'essayer à la démocratie à l'occidentale. Sauf que le fils gagne les élections. Je suis jeune étudiant en France. Le fils gagne ses élections. Et les militaires disent que cette histoire, niet. Niet. À l'époque, même moi, j'étais nourri à la mamelle de RFI. Je me disais, ces méchants militaires-là, vraiment, ils sont contre la démocratie. Mais ils doivent laisser le processus démocratique.
Niet et s'engage une guerre. Où les militaires demandent à M. Chadli Benjedid, monsieur, allez lire votre démission à la télévision et vous foutez le camp de la vie politique. Ce sont les militaires algériens qui le chassent de la vie politique en Algérie. Et quand M. Bouteflika va venir avec ce qu'il appelait sa loi de concorde, la grosse réconciliation, ce sera un deal avec ces djihadistes. On l'a déjà expliqué ici, et dire à ces djihadistes, allez à la frontière algéro-malienne, faites votre business, ne vous attaquez pas aux intérêts algériens. Et bien l'Algérien tient. Je vous donne la distance, je vous donne les distances de frontières, c'est-à-dire que vous avez 1400 kilomètres rectiligne, c'est-à-dire qu'en droite ligne rectiligne entre l'Algérie et le Mali. Si ne serait-ce que vous mettez 100 soldats par kilomètre pour véritablement rendre la frontière étanche, il faut 140 000 soldats algériens pour sécuriser la frontière. Vous avez 1000 kilomètres de frontière entre l'Algérie et le Niger. Si vous mettez 100 soldats, il faut 100 000 soldats. Donc il faut 240 000 soldats algériens, d'infanterie algérienne. Qui peut... C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est une collaboration concertée qui peut donc sécuriser ce que je peux appeler la zone des trois frontières. Et puis il ne faut pas regarder la sécurité de la zone de la frontière algérienne-malienne. Si vous n'intégrez pas un pays comme le Niger, c'est 1000 km, donc vous avez une zone de trois frontières. Regardez la carte en Afrique, une zone de trois frontières. Donc il faut 240 000 soldats algériens, 240 000 soldats pour sécuriser. Ils vont trouver 240 000 soldats où pour sécuriser cette histoire? Donc l'Algérie est obligée de mettre un cadre de coopération, de sécurité qui inclut le Niger, le Mali et l'Algérie. Et ça fait qu'on mutualise les moyens. L'Algérie a un certain nombre d'acquis sur le plan aérien. Le Mali vient de se doter des Sukhoi russes. Le Niger est en train de renforcer sa flotte aérienne. Donc les trois peuvent patrouiller et sécuriser la frontière. Mais, sauf que ça ne fait pas les affaires d'un des trois. Je ne donnerai pas le nom. Mais ça ne fait pas les affaires des trafiquants. Parce que les trafiquants vont se retrouver dans une situation où ils sont pris à l'étau. On ne peut pas se réfugier au Niger, on ne peut pas aller au Mali, on ne veut plus nous voir en Algérie. Mais ils vont expliquer à M. Bouteflika et aux amis de M. Bouteflika et à certains généraux algériens qui profitaient bien de ce trafic. Il y a beaucoup de corruption dans l'armée algérienne. Mais ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Quand on signait cette loi, on ne s'était pas dit ça, chers militaires algériens. Question. Est-ce que dans cette configuration-là, les djihadistes ne vont pas se décider de se retourner contre les intérêts vitaux algériens? Si nous admettons que ce sont véritablement des terroristes au sens... Si nous admettons que ce sont des terroristes, et si nous admettons, comme moi je l'admets, c'est-à-dire je pose l'hypothèse qu'il y avait eu, comment je vais dire, un accord tacite, une entente tacite. C'est-à-dire, faites-vous... Et à l'époque, le Mali était englué déjà dans ses grosses difficultés sécuritaires et dans ses grosses difficultés politiques. Donc le Mali rêvait même pas pouvoir avoir la force militaire de sécuriser ses frontières. Le Niger, d'abord, c'est la France qui parlait au Niger. Donc cette zone de trois frontières-là, Algéro, Mali, Niger, n'était contrôlée par personne, par ces djihadistes-là qui avaient installé un nid de tous les trafics. Et Jonathan a déjà expliqué qu'un certain nombre de militaires de la haute hiérarchie algérienne y trouvaient en fait le compte. De fortes sommes d'argent circulaient. D'ailleurs, elle va entrer en contact, c'est-à-dire que ces djihadistes-là et ces néo-trafiquants vont entrer en contact avec les patrons, comment je vais dire, du narcotrafic sud-américain. Vous n'avez jamais entendu parler de cet avion plein de cocaïne qui atterrit dans le désert et dans le nord du Mali, dans cette zone aérienne. Donc, de fortes sommes d'argent vont circuler. Et tant que les intérêts algériens, les Agali, vous entendez que c'est un terroriste, mais c'est un monsieur qui passe les milliards avec énormément de prête-noms. Et quand vous avez de l'argent, quand vous tenez beaucoup d'argent, vous êtes influent. Je vous ai expliqué que Pablo Escobar, avant de se rendre au gouvernement colombien, va négocier avec le gouvernement colombien. Il va dire, je veux bien me rendre, mais vous me permettez, moi, de concevoir les plans de la prison dans laquelle je vais me rendre. C'est Pablo Escobar qui va concevoir les plans. Ces architectes vont valider les plans. Le gouvernement colombien va valider les plans. Pablo Escobar va se rendre. Et quand sa dernière fille venait lui rendre visite, il disait que je veux qu'on fasse sortir tous les prisonniers. Il ne faut pas qu'elle me dise que papa c'est qui là-bas. Je dis c'est un prisonnier. Et qu'elle me réponde mais papa tu es en prison. Donc il faut qu'elle sache que je la reçois dans ma nouvelle résidence. Et quand la dernière fille de Pablo Escobar venait rendre visite à son père, on exfiltrait
tous les prisonniers. Vous faites ça quand vous ne pesez pas en milliards de dollars, parce que Pablo Escobar pesait en milliards de dollars. Et les terroristes qui circulent dans le nord Mali, là, qui gênent la vie des gens. Vous avez, comment je peux appeler, des lampistes de petits voyous avec des fusils. Et puis vous avez des parrains. Qui vous dit qu'ils ne se trouvent pas en Europe, les parrains? Qui vous le dit? Qui vous dit qu'ils ne se trouvent pas au cœur de l'administration politico-militaire algérienne? Qui vous le dit? Pourquoi Alger hausse pas le ton? Pourquoi Alger ne dit pas à ses frères du Mali, net? Dans l'engagement militaire, on peut tout reprocher aux militaires algériens. Ils sont braves, les militaires algériens. Parce qu'ils ont chassé la France au prix du sang. Ce n'était pas évident. Ils sont braves, les militaires algériens sur le terrain. Donc, vraiment, moi, cette histoire-là, vraiment, c'est... Et d'ailleurs, aujourd'hui, je commence à me poser des questions. Vous savez, quand il y a eu le problème au Niger, Alger a dit, niet, aucune intervention militaire de la CEDEAO et de la France au Niger. Je commence à me poser des questions. Et me dit, mais aïe, je pouvais avoir été naïf à l'époque. Pourquoi Alger avait pris cette position? Est-ce qu'une intervention au Niger n'allait pas troubler la quiétude et gêner l'Algérie dans son accord tacite avec des djihadistes? Est-ce que ces djihadistes n'en allaient pas, en quelque sorte, prendre position pour la CEDEAO, c'est-à-dire que ce que je peux appeler une position opportuniste, combattre aux côtés de la CEDEAO et de la France, qui allait lourdement les armer et après avoir des capacités militaires pour dire à ces Algériens-là que même, excusez-nous, l'accord de 1990 avec M. Bouteflika, ça ne nous engage plus. Dans le niet de l'Algérie, moi à l'époque, peut-être j'étais naïf, j'ai compris ça comme étant hors de question de pouvoir déstabiliser un pays comme le Niger. Alors que ça pouvait dire que hors de question de pouvoir armer en quelque sorte mes djihadistes, mes voyous qui m'ont fait la guerre et que j'ai casé dans le sud du Mali. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui c'est pertinent ce que je dis? Voilà donc, voilà les questions sur le fond. Mais ce que nous pouvons dire à nos amis maliens, c'est que quand on lutte pour sa souveraineté, on compte d'abord pour soi. Vous savez, la Chine est un pays qui a vécu les traités inégaux. Hein. La Chine a été colonisée par le petit Japon. Regardez un peu la superficie du Japon. Petit archipel montagneux. Ils ont mis les Chinois à genoux. Donc quand les Mao Tse-tung et ses amis ont expliqué que ce n'est pas possible, regardez nos frères en fait qui arrivent à nous mettre à genoux. C'est pas possible. Il faut que la République populaire de Chine ait son indépendance. Mais il a compté sur les Chinois. Monsieur Chiang Kai-shek n'était pas d'accord. Il trouvait que Mao Tse-tung était... Mais vous êtes un dictateur, monsieur Mao Tse-tung. Moi, je veux bien vous accompagner dans la quête de l'indépendance de la Chine, mais je reste quand même très ami des Américains. D'où la suite avec cette histoire de Taïwan. On fera ce débat un jour, c'est la question c'est-à-dire que de l'irrédentisme de Taïwan d'appartenir à ce que je peux appeler la Chine populaire. Pourquoi Taïwan ne veut pas appartenir à la Chine populaire alors qu'aujourd'hui la Chine, c'est la première production industrielle? Ça ne vous étonne pas? Mais l'intérêt de Taïwan, c'est faire partie de la Chine, comment je vais dire que continentale et industrielle qui produit au point pour être emporté par cette vague de modernisme et de développement. Donc, les Maliens doivent équiper leur armée. Les Maliens doivent équiper leur armée. Sauf qu'il y a un problème dans cette histoire. Quand vous regardez la frontière algérienne, algéro-malienne, mais c'est une frontière même où il faudra que tôt ou tard, le gouvernement malien et le gouvernement algérien fassent ce que nous sommes en train de faire avec le Nigeria. Une démarcation. Vous savez par qui ça a été signé? Ça a été signé par l'autorité française d'Algérie qui occupait, parce que la France occupe l'Algérie en 1830. Donc l'autorité française qui était en Algérie et le ministère des colonies françaises. Voilà ceux qui vont créer, valider cette frontière, comment je vais dire, aléatoire, héritée de la conférence de Berlin. C'est-à-dire que le problème là même, la France est encore dedans. La France est dans le problème. C'est la France qui a créé le problème.
dont les deux pays sont bien obligés à un moment donné, c'est-à-dire que quand le Mali va pouvoir totalement reconquérir son territoire, l'Algérie n'aura pas d'autre choix que de régler ses problèmes avec ses terroristes, je ne sais comment. Soit l'Algérie les recycle dans l'armée, soit je ne sais pas ce qu'elle fera, mais les deux pays seront bien obligés de dire qu'il faut qu'on fasse cette démarcation-là. Parce que, en quelque sorte, les accords qui avaient été scellés entre l'autorité française d'Algérie et le ministère des colonies françaises, ça ne nous engage plus. Ça ne nous engage plus. C'est ce que le Cameroun fait avec le Nigeria, ça a failli nous coûter une guerre. Bakassi a été une guerre. C'est pour ça que quand nous avons la décision de la Cour internationale de justice, le président camerounais estime que ça ne suffit pas. Ça règle le problème à moitié. Moi, je vais dans une démarcation totale des frontières, dans ce qu'on a appelé les commissions mixtes bipartites. Vous ne voyez pas qu'il faudra véritablement que la diplomatie travaille dans ce sens-là pour qu'il n'y ait plus jamais de problème. Ça permet de mettre un mur étanche, de savoir que si ton terroriste, pas de chez toi, vient causer la mort chez moi et que tu ne fais rien, ça peut être déjà comme une tentative de déclaration de guerre. Vous avez déjà vu un terroriste qui part de l'Espagne et qui va causer des bombes en France? Si un terroriste espagnol part de l'Espagne, va poser une bombe en France, le gouvernement français demandera à l'Espagne dans les 48 heures de lui livrer ce terroriste. L'Union européenne même dans l'ensemble. Ça veut dire aussi que cette coopération que je dis qui doit être mise en place avec la bonne volonté bien entendu des États, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en Algérie arrive un patriote panafricaniste, parce que M. Tebboune, excusez-moi, M. Tebboune, c'est un peu le pion de l'armée. C'est l'armée qui a décidé, chers Algériens, voici votre nouveau chef d'État, M. Tebboune. Monsieur Tebboune ne me donne pas tous les garanties d'être le panafricaniste ou bien à la hauteur des Boumediennes, des Bouteflika, de ces vétérans de la guerre d'indépendance. C'est Monsieur Tebboune. Acceptons Monsieur Tebboune. Mais après Monsieur Tebboune, l'Algérie peut avoir un panafricaniste sérieux qui vient et dire que l'intérêt de notre pays, c'est que cette histoire-ci soit réglée de façon définitive dans une, comment je veux dire, que dans un cadre politique tripartite où on retrouve le Niger, le Mali et l'Algérie. Et ça peut aider l'Algérie parce que l'Algérie peut profiter de ce vaste marché de l'AES. Pourquoi l'Algérie demain ne pourrait pas être le premier partenaire ou bien le partenaire, comment je vais dire, que privilégié de ce vaste ensemble où il y a pétrole, où il y a. Donc c'est pour ça que nous disons à nos amis algériens, vous savez, c'est un pays que j'aime. Moi, j'aime l'Algérie. Ils ont un peu soutenu mon UPC. Président, oui, ils nous ont un peu lâché aux accords des viandes. C'est vrai, on est fâchés et tout, mais aujourd'hui, on a la bonne coopération avec l'Algérie. Le président Biya a même renforcé la coopération militaire. C'est même un partenaire militaire du Cameroun. Ne l'oubliez pas, le président Biya a renforcé la coopération militaire avec l'Algérie. Ouais. Ils nous forment certains officiers. Certains de leurs officiers sont à l'école de guerre ici. Mais, donc moi, je n'aurais pas le discours guerrier les uns les autres. J'en appelle à la vaste concertation et à ce qu'un véritable patriote arrive à la tête de l'Algérie, parce que Tebboune, c'est, comment je peux dire, que c'est cet FLN qu'on ne veut plus voir, le FLN corrompu qui a volé la révolution, des patriotes, des Boumediennes et tout, qui se retrouve là et qui sait qu'il a des lignes rouges à ne pas franchir, parce que quoi qu'on dise, l'armée algérienne lui a dit, écoute cher ami, il y a quand même nos intérêts dans cette affaire et tout, mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Donc pour moi, voilà le sens de l'affaire. Mais les Maliens doivent équiper l'armée, aller conquérir et rendre de façon assez étanche cette frontière aléatoire qui a été décidée par l'autorité française d'Algérie, le ministère français des colonies et la conférence de Berlin. Donc ils devront faire une démarcation. Nous le faisons depuis 10 ans. Hein, c'est la pas Corée, fini. la Corée l'a fait. Ah, oui, il y a eu des lignes de démarcation qui sont... Même en Europe, on l'a fait. Absolument. La France et l'Allemagne ont sorti de la guerre de 45, ont démarqué les frontières. C'est-à-dire en Alsace. Moi, j'ai été dans ces frontières-là où certains vieux m'expliquaient en France que ce village, c'était allemand. Ben, c'est revenu à la France. Donc il y a une véritable démarcation. Il faut le faire sans remettre en cause ces frontières qui peuvent encore chambouler toute la paix en Afrique.